to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. T'as pas mal. T'as pas mal. No pain. Bon, bah c'est parti. C'est parti. Alors, il y a quelques jours, sur la chaîne Microciné, un live a été fait pour présenter ce festival. Et la plupart des intervenants étaient là. Toi, tu n'étais pas là, malheureusement. Non, j'ai eu un empêchement, désolé. Mais il n'y a aucun souci. Mais par contre, je vais te poser la question que j'avais posée à notre cher ami Vivien. Ce film, pourquoi ce film ? Déjà, moi, je suis très curieux de savoir quand est-ce que tu l'as découvert pour la première fois. Peut-être pas forcément le directeur Scott, mais déjà le film qui était sorti dans les années 80. Et qu'est-ce que ça... C'est quoi quel est le rapport que tu entretiens avec Rocky IV ? Alors, je vais parler un peu de moi, c'est un peu personnel, mais je vais aller très vite. J'ai un oncle qui est décédé, qui était le frère de ma mère. C'était le sosie de Stallone. Alors, il était presque aussi musclé, mais pas autant, mais vraiment, il lui ressemblait énormément. Donc quand je vois Stallone dans les années 80, j'ai l'impression de voir mon oncle. Et j'ai vu Rocky V avec lui au cinéma, et donc il y a un rapport très personnel quand même avec ça. Je me rappelle pas exactement le premier Rocky que j'ai vu, j'étais gamin, c'était à la télé, mais le 4, je l'avais enregistré sur cassette, et c'est celui que j'ai le plus vu. Donc c'est pas le meilleur, hein, pour moi le meilleur reste le premier. J'ai une grande affection pour le 5, mais le 4 c'est celui que j'ai le plus vu. Donc je le connais bien, peut-être pas très bien, mais je le connais bien. Donc on voulait, avec Vivien, dans notre sélection, quitte à choisir un Rocky, pourquoi pas le 4, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur ce film. Et en plus de ça, il y a ce director's cut qui sort de nulle part et qui est très perturbant quand on le voit, quand on connaît l'original. Et du coup, ça faisait sens de partir sur ce choix-là en particulier. Voilà. Je ne sais pas du tout ce que Vivien en a dit, parce que je n'ai pas vu votre oui, live. Vas-y, je t'en prie, peut-être. Vas-y. Écoute, moi, il se trouve que c'est le premier Rocky que j'ai vu au ciné. J'avais 11 ans. J'avais un papa qui tenait un vidéoclub qui m'avait conseillé le visionnage des 3 premiers en VHS. Un an ou deux avant que le 4 sorte au cinéma. Donc j'ai dû les voir entre 9 et 10 ans, les 3 premiers. Et quand le 4 sort, j'ai 11 ans. C'est un des premiers films que je vais voir au cinéma non accompagné. Et je me prends une gifle je me prends une patate, sans mauvais jeu de mots, quoi. Non, ça m'a fait du bien, mais tellement de bien. Et le pire, c'est que ça m'a encore fait du bien ce soir, quoi. Je sais pas, j'ai une maladie dont j'arrive pas à me guérir. Est-ce que tu as envie de prendre la nationalité américaine à la fin du film ? Parce que moi, oui. Hein. Là... Alors, j'irai peut-être pas jusque-là, mais j'ai pas envie de faire de boxe, en tout cas. Bon, bien évidemment, hein, comme d'habitude, vous avez travaillé un petit peu, hein, mais voilà, je pose encore 2-3 questions et ensuite, vous connaissez un peu le rituel. Allons très vite sur cette version-là et comparons-la évidemment à la première, à celle que nous connaissons. Alors, moi, la première chose que je vois, c'est quelque chose que je ne vois plus dans la première. C'est par exemple, j'ai des souvenirs de la femme de Drago qui est des souvenirs assez forts parce qu'elle est pas forcément extrêmement présente dans la première version, mais je m'en souviens quand même. Par exemple, j'ai un souvenir où elle va voir la femme de Rocky, Adriane, avant le match, et elle la salue. Puis c'est elle aussi qui dit à Drago de reposer cet émissaire du... Enfin, elle a un rôle, elle est là. Elle est toujours dans l'ombre, mais elle est là. Quand je vois cette version-là, elle est complètement absente. Et je dis, alors, ma question ne va pas tourner autour de ça, bien évidemment. Est-ce que entre les deux versions, il y a des choses, des éléments qui ne sont plus aussi présents qu'on l'avait vu dans la première version, et pour quelles raisons, selon vous ? J'ai pris vraiment exemple Brigitte Nielsen, mais c'est pas vraiment une question autour de ce personnage-là. Bon, c'est vraiment une question pour Vivien. Évidemment, on sait spontanément ce qu'il a retiré, etc. Mais toi, tu as fait quelque chose d'intéressant. En fait, je me suis amusé. En 10 jours, là, je l'ai vu 4 fois, cette version-là, dont une fois de vignette à vignette, donc avec la version de 85 et celle-ci, en même temps.
Et je voulais me rendre compte à quel point... Parce que quand on regarde, il y a un making-of de plus d'1h30 qui est en libre accès sur YouTube, que vous pouvez voir, où on voit Stallone en partie remonter son film et parler de ses intentions, etc. Mais même en ayant vu ça, on ne se rend pas compte à quel point ce film est un film 100% nouveau, en fait. C'est incroyable. Il est reparti des rushs. Il n'y a quasiment pas une séquence qui est sur le même rythme. Les plans sont quasiment tous différents. C'est très impressionnant. La différence entre les deux vignettes, c'était incroyable, quoi. Au-delà de ça, il y a effectivement, il y a des tas de choses absentes maintenant. Et la première fois que j'ai vu la version, quand elle est sortie, c'était il y a déjà 5 ans, je crois que c'était 2021 ouais, ah oui, 3 ans. Pendant le Covid, parce qu'il a voilà, son masque exact. sur le making-of. 3 ans. Et donc j'ai découvert, pas comme tout le monde, parce que toi, tu as eu la chance de le voir déjà une fois au cinéma. Tu en diras un mot après. Et donc je le vois à la télévision, à la maison, en VOD. Et sur le coup, c'est ce que tu viens de dire, Samir, j'ai l'impression... Ce premier visionnage, c'est perdre beaucoup de choses. Déjà, même une partie de l'image. On passe d'un écran 16:9 à un format 2:35. Donc concrètement, il croppe le haut et le bas de l'image telle qu'il l'a shootée. C'est un peu déroutant la première fois. Ce soir, j'ai mieux compris pourquoi il l'a fait. Et puis, il manque beaucoup de scènes familiales. Le fameux robot qui est devenu emblématique, le robot qu'il offre à Polly pour son anniversaire. Il manque d'ailleurs tout l'anniversaire de Polly. Et en fait, à la revoyure... Donc sur le coup, ce premier visionnage, c'est ça. C'est il manque ci, il manque ça. Du coup, c'est bancal parce que on a le sentiment que c'est bancal parce qu'on s'accroche que à ce qu'on ne voit plus, qu'à ce qu'on connaît. En plus, on l'a tellement vu, comme disait Romain. Je ne sais pas si c'est celui que j'ai vu le plus de fois, mais je l'ai vu. Je ne saurais même pas vous dire combien de fois. Au-delà même d'avoir écouté l'album de la bande originale en boucle entre l'adolescence et maintenant. Donc, voilà, premier visionnage, je perds beaucoup de choses. Et puis, quand on commence à décortiquer, on se rend compte qu'en revoyant la version de 85, là, ça ne s'appelle pas Director's Cut, ça s'appelle Rocky versus Drago. Et rien que le choix de ce titre-là est super intéressant. Il resserre son propos. Parce qu'au final, ce film-là, déjà à l'époque, c'était pas autre chose que ça. Parce que les séquences familiales sont honnêtement pas hyper intéressantes, surtout en comparaison de ce qu'on avait dans les 3 premiers films. Où c'était même le cœur de la saga pour moi. Est-ce qu'on en aura aussi après ? Est-ce qu'on aura après ? Le 5 beaucoup, le 6 énormément. Donc, voilà. Donc dans un premier temps, je perds quelque chose, et en même temps, je me rends compte, au deuxième visionnage, que ce que j'ai perdu, finalement, il ne me manque pas tant que ça. Que le gravitas qui s'installe à la place d'une forme évidente de caricature, y compris déjà à l'époque, en 85, au final, je comprends les changements qu'il a opérés. Voilà, grosso modo. On va peut-être les détailler un petit peu après, mais je vais laisser Romain rebondir là-dessus. Donc oui, premier visionnage, je suis un peu comme tout le monde, en disant ça sert à rien, ça sert pas grand-chose, il s'est fait un petit plaisir. Bon, voilà. Finalement, il change pas tant que ça à la fin, il change le message final. Mais si, en fait, quand on décortique, je trouve qu'il le change quand même pas mal. Oui, moi, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. C'est très perturbant quand j'ai vu le film, je ne l'ai pas compris. En plus, du coup, je l'ai vu au cinéma, moi je l'ai vu sur la projection unique du Grand Rex. Alors le Grand Rex, ils ont un grand écran, ils appellent ça le Grand Large. Et moi, le film, je suis allé le voir en me disant, je vais l'étudier, quoi, parce que je le connais déjà bien. Et ce qui m'intéresse, c'est pas de revoir le film, c'est de voir ce qu'il en a fait. Et ce Grand Large, c'est un écran immense. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais le film, je l'ai pas apprécié, donc au sens de l'appréciation vraiment de l'expérience en salle, puisque je ne savais pas regarder littéralement. Pour voir le Grand Large d'un bout à l'autre, il faut littéralement tourner la tête. Et ça a été très perturbant, vraiment très perturbant. D'autant plus qu'il y a des choses qu'on perd, et puis les choses que l'on ne perd pas, on a vraiment le sentiment de ne pas les voir de la même manière. Et tu l'as expliqué en faisant ton comparatif, c'est qu'effectivement, il a fait un vrai travail de remontage à partir des rushs, et c'est quelque chose qu'on voit dans ce fameux making-of, qui n'est pas un making-of, c'est une espèce d'entretien. Il est dans sa salle de montage, et puis on voit un peu ce qu'il fait. C'est pas extrêmement intéressant, mais on voit quand même un peu la démarche technique, quoi. C'est-à-dire qu'il est devant son écran et puis il donne des instructions à un monteur, et puis entre les deux il parle. Il est avec un ami de 40 ans, comment il s'appelle, c'est John, je sais plus son nom, mais c'est même lui qui lui a présenté Dolph Lundgren. Oui, je savais pas. Ouais. Bon, ils se connaissent depuis les années 60. Donc on sent qu'il y a une proximité, ils sont là, ils parlent pour rien dire. De ce point de vue-là, c'est pas préparé, c'est un peu dommage. Mais on voit cette démarche où à un moment donné, il demande au monteur littéralement de tourner un plan de 30 degrés, il voit des plans, il est complètement catastrophé parce que il se dit c'est vraiment un film immature. Enfin, il se juge lui-même avec 35 ans d'écart. Et quand on voit ce making-of, on comprend aussi
On comprend aussi que c'est un combat contre lui-même, hein, pour faire un peu la métaphore avec le film, où 35 ans plus tard, c'est un film qui est très marqué, Rocky IV, et de ce point de vue-là, Stallone, il s'en est toujours détaché, il a toujours expliqué un peu après que c'était pas le film qu'on lui prête, comment dire, le président Reagan qui avait beaucoup pris Stallone comme un peu comme le fer de lance de la mentalité américaine dans les années 80. Et Stallone, à un moment donné, il a voulu s'en séparer. Et refaisant ce montage, je pense que ça fait partie de cette cassure qu'il voulait initier et marquer, et que son film raconte autre chose que ce qu'on lui prête, même si dans les faits, le film au premier degré, il raconte ce qu'il raconte, c'est quand même très évident. Il y a quelque chose d'assez fascinant, c'est la première image. C'est que moi, je me pose la question, on a un acteur qui revient sur son film pratiquement 40 ans, d'accord. Il a eu une traversée du désert à un moment, dans les années 90, je crois, puis il est revenu sur le devant de la scène. Il y a eu quelques films qui nous ont rappelé que c'était un immense acteur. Il y a eu pas mal de choses comme ça. Et donc il a tout donné, il a tout prouvé, il n'a plus rien à prouver en quelque sorte. Et il y a ce premier plan, donc, qui est un plan qui ne vient pas du Rocky IV, mais qui vient de Rocky III, où en fait il casse l'image, enfin il casse sa propre image via cette statue. Je me dis d'accord, je vois très bien où il veut en venir, pas de souci, mais quand je vois le film jusqu'au bout, 40 ans après même tout ce qu'il a vécu lui, je me demande vraiment qu'est-ce qui fait qu'il ait eu vraiment envie de revisiter ce film et de resserrer, comme tu le dis, énormément, et même au sens littéral du terme, parce qu'il y a énormément de gros plans, de plans serrés. Et c'est très perturbant parce que ça donne au film une espèce de fragilité qu'on n'avait peut-être pas associée au premier Rocky IV dans les années 85, et qui peut-être voulait ça, qui recherchait cela. C'est un film très très troublant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Rocky IV de 85, c'est une fable, c'est quelque chose d'un peu épique. On est presque dans le super-héroïsme, quoi, et dans une grande forme de naïveté. Tout le discours final version Rocky IV, quand il dit si je peux changer, on peut tous changer, etc. Alors il le garde parce qu'il n'a pas trop le choix, mais c'est quand même ultra réduit par rapport à ce qu'il avait fait en 85. C'est pas les mêmes prises, hein. Il le dit pas avec la même intensité. Et là, il le dit de manière beaucoup plus douce, voilà, beaucoup plus humble plutôt. Donc ça, il gagne aussi. Et puis surtout, il n'y a pas le secrétaire général de l'Union soviétique qui se met à applaudir Rocky à la fin, quoi. Enfin, on est bien d'accord qu'il à l'origine, c'était carrément ça. Le dirigeant russe applaudissait carrément, quoi. Donc ça allait très loin, je veux dire, dans le message. Et c'est très drôle, pardon de t'interrompre, c'est très drôle parce qu'ensuite, l'histoire a montré que donc, ce personnage, c'est Gorbatchev, on peut pas... oui, avant l'heure, oui. Quand même, c'est celui qui a essayé d'amener l'URSS vers une forme de progressisme. Ça avait commencé déjà. Ça avait commencé avec la perestroïka. En fait, c'est comme s'il revisitait l'histoire, mais différemment, alors que l'histoire nous a donné raison, entre parenthèses, à Gorbatchev. Enfin, c'est très troublant tout ça, en fait. C'est un film qui est très troublant. Ce qui est marrant, alors je suis pas un maître historien, mais je crois savoir que 85, c'est l'année charnière, justement, où Gorbatchev est élu. Et avant ça, il y a eu une succession de plusieurs secrétaires généraux ou présidents, je ne sais pas trop comment on doit dire, hein, je suis vraiment inculte en la matière, quoi, secrétaires, voilà, qui se sont succédés. Et juste après ce film-là, alors c'est pas du tout grâce au film, hein, mais il se trouve que les relations entre la Russie et Reagan s'améliorent suite à ça, juste après, en fait, dans la foulée. Et que peu à peu, cette fameuse guerre froide qui a alimenté la construction d'un film comme celui-là, en tout cas l'idéologie qui s'est construite plutôt indépendamment de Stallone autour de ce film-là, finalement, on a été vers le mieux après. Mais le film n'est pas conçu pour ça, en fait, à la base. Et là, Stallone, il en profite aussi pour gommer des choses qu'il repère 35 ans après. Il y a une séquence très rigolote où, par exemple, il repère un faux raccord sur un film qu'il a monté et vu 100 fois en 35 ans. Il se rend compte qu'il y a un plan où Apollo a un gant, sur le plan d'après, il ne l'a plus. Donc c'est ce genre de choses qu'il arrive à corriger, ou des coups qui ne sont pas portés. Ça, on le voit dans le making-of, c'est drôle. C'est super drôle, quoi. Donc il y a aussi ce côté, cette volonté d'améliorer quelque chose et de le rendre un peu moins naïf. Voilà. En fait, quand on regarde bien, tous les plans du début sur Apollo sont beaucoup plus graves. Il a été chercher des prises où il est moins
encore une fois, dans la caricature. C'est un mot qui va revenir souvent dans la soirée, je pense. Elle est là, omniprésente, parce que le film est construit comme ça. Et d'ailleurs, dans ce même making-of, il explique que, rétrospectivement parlant, il aurait été jusqu'à ne plus tuer Apollo, mais à le rendre paralysé. Et pouvoir garder le personnage en fauteuil roulant et lui donner un autre rôle de mentor, quelque chose de différent, etc. Donc s'il avait eu la possibilité carrément de retourner des scènes, il aurait carrément changé ça aussi. Ça n'aurait pas marché. Ça n'aurait pas marché. Ça n'aurait pas été la même chose. Ah ben non, et c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Il dit qu'il n'y aurait pas eu Rocky V, ou en tout cas pas sous la forme qu'on le reconnaît. C'est la même question par rapport à pourquoi le fait qu'il revisite Romain. Toi, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas exactement, mais je pense vraiment que... Alors déjà, Stallone, pour avoir vu et lu beaucoup d'interventions de sa part, sur des commentaires audio, peut-être que vous l'avez fait, faites-le. C'est quelqu'un qui est étonnamment... vraiment qui est intelligent, qui a du vocabulaire, qui est extrêmement lucide sur tout ce qu'il fait. Et c'est étonnant parce que le décalage avec sa carrière est d'autant plus impressionnant quand on l'entend parler. Moi, quand j'étais sur les premiers DVD qui sortaient où il y avait des commentaires audio, moi, je ne le connaissais pas, Stallone, au-delà de ses rôles dans les films. Et là, on le voit parler dans les commentaires audio. On dit, voyons, déjà, le vocabulaire, c'est presque étrange, quoi. Il a écrit son texte, qu'est-ce qui s'est passé? Mais non, c'est quelqu'un qui intellectualise, je pense, beaucoup son cinéma. Et je pense que Rocky, pas seulement le 4, la saga, pas le premier film, mais la saga de manière générale, il y a beaucoup d'actes manqués qu'il l'a fait sous certaines conditions commerciales, de succès, d'argent, etc., qui lui ont fait perdre peut-être un peu les pédales et qu'avec le temps, avec la maturité, il a ce regard peut-être en arrière un peu désabusé sur lui-même, sur ce qu'il a pu faire. Et pourquoi Rocky 4 et pas Rocky 3, par exemple, de refaire un making-of? Il y a plus de sens dans Rocky 4. Dans le 3, il n'y a pas grand-chose. Mais je pense que cet acte manqué, à un moment donné, bon, il a peut-être une proposition commerciale. Ça j'en sais rien. Le démarrage, je ne sais pas s'il en parle. Non, c'est vraiment une démarche qui vient de lui-même. Et alors là, je spécule, mais je pense que c'est directement lié au succès de Rocky Balboa, Rocky 6. Il y avait déjà Creed quand tu... Il y avait déjà Creed, mais là, concrètement, il reprend les rênes de son Rocky à lui. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Même s'il est impliqué dans Creed 1 et dans Creed 2, qui est directement la suite du film de ce soir, hein, finalement. Donc, mais ce qu'il arrivait à donner en style et encore une fois en gravitas dans Rocky Balboa, dans Rocky 6, il essaye de le remettre un petit peu là-dedans, d'où le passage en noir et blanc de certains passages clippés. Alors ce qui est intéressant, quand j'ai fait la petite comparaison entre les deux montages, c'est que je me suis dit justement que dans les montages, dans les clips, il y a quand même au moins 3 ou 4 clips dans ce film, quoi. On est en 85, on est en pleine ère MTV. Enfin, tout ça, ça rentre en ligne de compte, quoi. C'est un film musical aussi, quelque part. C'est un film MTV, quelque part. Et en fait, ça... Eh ben, il a juste mis un petit peu de noir et blanc, un peu saturé, un peu gris, comme il l'a utilisé dans Rocky Balboa. Et c'est presque le seul changement qu'il fait sur ces séquences-là. Elles sont quasiment identiques, là, pour le coup. Alors que les combats, que ce soit le premier et le second, sont totalement repensés. C'est même pas les mêmes coups créés. Il repense la chorégraphie, il repart des rushs, il repense complètement sa chorégraphie. Il change tout ce qui est sound design. Il atténue beaucoup les coups, qui étaient encore une fois très caricaturaux. Il a rajouté une voix off à un moment. Il a rajouté une voix off. C'est sa voix de 2021, on est bien d'accord. C'est ça. Il déplace des séquences qu'on voyait avec Apollo dans la version de 85. Il les met là en flashback, très court, avant son combat à lui. C'est totalement repensé, totalement réorganisé, tout ça. Quand on prend tous les Rocky, même ceux qu'il n'a pas réalisés, mais bon... C'est comme s'il était derrière la caméra. Il y a aussi une idée de l'évolution du cinéma selon Stallone. On est bien d'accord. Par exemple, quand on voit Rocky Balboa, quand on voit Rocky Balboa et quand on voit le Rocky 4, on sent qu'il y a des choses qui ont beaucoup changé dans son rapport au cinéma. Et c'est ça qui est très étrange. C'est que Rocky, quand il revisite son propre film, j'ai l'impression qu'il aurait pu essayer de faire en sorte d'être dans le prolongement du cinéma qu'il a envie de faire dorénavant, mais j'ai l'impression qu'il essaye de retrouver le cinéma, comme on dit, des années 80, avec des valeurs de plan, des rapports à la musique, comment la musique rythme le film. J'ai l'impression de retrouver un certain cinéma, un certain pan du cinéma américain des années 80, alors qu'on est en 2021. C'est là où je trouve que c'est un objet vraiment étrange pour le coup.
C'est effectivement, il revisite, mais en même temps, il essaye de retrouver cette ambiance-là, alors que lui-même a changé dans son cinéma. C'est un peu... Il n'a pas le choix, j'ai envie de te dire. Les rushs restent les rushs. Ce sont des rushs de l'époque. L'histoire, il ne peut pas trop la changer. Il est coincé. Alors, il est coincé. Pourquoi alors il le fait? Parce qu'il a d'abord, il a l'opportunité de le faire. C'est un joujou, quoi, quelque part. Il l'a fait aussi déjà avant sur John Rambo. Il y a une director's cut de John Rambo qui a été faite avant celle de Rocky IV. Donc c'est marrant, le chiffre 4, il faut qu'il refasse des montages. C'est marrant. Mais ouais, voilà. Non, je pense qu'il n'est pas... Quelque part, cette version-là, elle est plus moderne. Alors, on va dire, je parle souvent de si vous êtes familier de Microciné, je parle souvent de mon épouse, d'Émilie, je vais encore la citer. On l'a revue avec elle, et elle est très fan des Rocky aussi, et elle n'avait jamais vu la version, pour le coup, de ce soir, et elle a adoré. À ma grande surprise, elle a adoré. Elle a trouvé que le film marchait vraiment mieux comme ça, en tout cas en 2024. Voilà. Et pour l'absence de Brigitte Nielsen, je pense que c'est double. Je pense que déjà, il règle ses comptes avec son ex-femme, hein. Voilà, qui n'est plus du tout dans sa vie, donc quelque part il la gomme un peu aussi de son film. Et à un titre plus cinématographique, je pense qu'il a bien fait d'en enlever, alors je ne sais pas si j'en aurais enlevé autant, mais d'en enlever une bonne partie, parce qu'il y avait vraiment un effet double entre elle et l'entraîneur russe, enfin le promoteur plutôt russe, qui ont vraiment la même fonction, c'est-à-dire de rabaisser Drago. Et il y a un truc qui réussit très très bien dans la version qu'on vient de voir, c'est de réhabiliter un peu Drago. Quelque part, entre guillemets, ce pauvre type, qui est la marionnette de tout le monde, là je trouve qu'il a des meilleures expressions, il est plus grave, il est plus intense, et il reste le Terminator, hein, quelque part, hein, cette machine à abattre, etc. Mais il est un peu plus humain, et on le dévoile un peu plus dans cette version-là, notamment grâce à l'absence de Brigitte Nielsen, qui était là exprès à l'époque pour le vampiriser totalement, quoi. Et qui est encore là, même dans Creed 2 d'ailleurs. Non, pas spécialement, pardon. Non, mais quand Vivien parle, hein, souvent, je suis avec les gens, j'écoute. Voilà. Bon, les gens, alors. Est-ce que vous auriez pardonnez-moi, est-ce que vous auriez, vous, des questions ou des contradictions, voilà. Bonsoir. Bonsoir. Donc moi, j'ai pas vu le film original. Du coup, effectivement, c'est assez surprenant. Généralement, les director's cut généralement rajoutent des éléments qu'aurait voulu inclure le réalisateur, mais qui n'a pas pu pour des raisons de coût, généralement parce que c'est trop long à diffuser au cinéma. Donc effectivement, la démarche de Stallone est un peu étrange. Et je dois avouer que quand j'ai vu, je me suis rendu compte effectivement que c'était sa femme, Brigitte Nielsen, vers la fin. Je me suis dit, mais c'est très bizarre que finalement il la montre comme ça, mais on a l'impression qu'il y avait plus derrière. Donc même sans avoir vu l'original, j'avais quand même l'impression que il y avait quelque chose qui était passé à la trappe. Donc effectivement, c'est assez intéressant cette remarque que vous avez, effectivement, où on a l'impression qu'il règle un peu ses comptes, mais qui du coup aussi donne l'impression que Stallone n'a pas nécessairement fait ce director's cut pour des bonnes raisons. Moi, c'est un petit peu le ressenti que j'ai. Donc, je sais pas, ça ressemble un petit peu à ce que Vivien disait, mais est-ce que vous qui avez vu l'original, vous avez vraiment trouvé des qualités particulières en plus, ou alors il y a vraiment des choses qui auraient mérité de rester? Moi, j'ai pas vu l'original, donc je peux pas vraiment dire. En fait, c'est un exercice de style, ce qu'il a fait, hein, parce qu'il n'y a aucun débouché commerciaux pour ça, hein, je veux dire. D'ailleurs, on le voit, il le fait dans la pièce de montage qu'il le fait. Enfin, il le fait. C'est un montage numérique, hein, d'ailleurs, tout a été numérisé. Ça, c'est plus pour des raisons pratiques, évidemment. C'est un exercice de style. Pour moi, il était dispensable. C'est intéressant de voir Rocky IV en mode sérieux, quand même, parce que le robot et tout le bazar, c'était déjà de trop à l'époque. Hein, je veux dire, ça a toujours été nul. Hein. Ça fait partie des éléments dans la saga Rocky, souvent liés malheureusement à Paulie, qui est pourtant un personnage très intéressant dans le premier et dans le sixième. Tout ça, moi je trouve que c'est bien. Maintenant, ça reste un exercice de style qui était très dispensable. Et je m'interroge encore, moi, hein, sur la réelle raison. C'est une question que tout le monde se pose de toute manière. Pourquoi il l'a fait? Bon, il avait l'occasion de le faire, etc. Mais quoi, il avait des comptes à régler avec lui-même, il n'était pas content, il veut... voilà, de ce point de vue-là, c'est vraiment un peu... c'est une démarche un peu étrange encore aujourd'hui.
ou peut-être qu'ils étaient désœuvrés parce qu'effectivement c'était en plein Covid. Je sais pas, peut-être que la raison est pas plus difficile que pas plus élaborée que ça. Voilà. Je sais pas, t'avais une question, pardon, ou c'était Non, un témoignage? plus D'accord. une Mais c'est intéressant que remarque, t'aies pas vu, de savoir que t'aies pas vu l'original. Du coup, tu vas pouvoir le voir après et puis Oui, voilà, je vais voir. voilà, pu et de apporter, faire connaissance avec le robot. Mais le robot, c'est encore une fois, hein, c'est ça. Mais le film était quand même structuré, il était quand même écrit, si je puis dire. C'est-à-dire que le robot, il a une fonction. La modernité, on entre dans un monde nouveau, et puis ça introduit les Russes avec leur technologie, etc. Donc le film, il est quand même écrit, il est quand même structuré à l'origine. Il est intéressant de ce point de vue-là. Et surtout, il s'inscrit dans une saga qui est quand même assez importante, parce pas en moins de 10 ans. En moins de 15 ans, ils font 5 films. Ce qui fait que le film est aussi important dans sa place dans la saga, et l'évolution du personnage, et l'évolution de Stallone dans sa carrière. Ça aussi, c'est intéressant. Stallone, sa carrière, elle évolue un peu comme celle de Rocky. C'est-à-dire il crève la dalle, il connaît le succès, il confirme son succès, il s'embourgeoise, il s'en prend plein la gueule, traversée du désert. Rocky V est un four. Et ça aussi, c'est intéressant à suivre. Et paradoxalement, je pense que Rocky IV lui a fait beaucoup de mal, puisque quand les années Reagan se terminent à la fin des années 80, tous ces acteurs un peu totalement exagérément musclés et qui sont dans des rapports très manichéens avec l'extérieur, donc la guerre froide, etc., ils sont vite ringardisés. Quand bien même aujourd'hui, Marvel et compagnie, c'est un peu la même chanson. Enfin, c'est même complètement la même chanson. Ils ont un petit peu changé les... comme dit Stallone d'ailleurs comme dit Rocky dans Rocky Balboa, comme il le dit, il y a quelqu'un qui lui dit le quartier a changé, il dit il n'y a pas grand-chose qui a changé, il y a juste les fringues qui ont changé. Je crois qu'il dit quelque chose comme ça. Donc Marvel, c'est un peu ça, hein. C'est un peu le cinéma des années 80, c'est un peu le cinéma de Reagan. Donc oui, le film s'inscrit dans cette dynamique-là. Et pour ça, je pense que le Rocky original reste le plus intéressant à voir pour quelqu'un qui devrait découvrir Rocky. Et cette version-là, c'est vraiment la version de Stallone et quelque chose qu'il avait réellement en tête. C'est un film qui est du coup beaucoup plus personnel. Voilà. Carrément. Je ne vais pas faire très long, juste rajouter peut-être que il y a eu Creed 2 avant ça. Et je pense que ça aussi, ça réalimente son amitié avec Dolph Lundgren, son envie de revisiter les personnages, puisque si vous n'avez pas vu Creed 2, c'est carrément la suite de ça. Hein. C'est le fils de Creed et le fils de Drago qui vont s'affronter, et eux deux qui vont se retrouver en coulisses avec ces mêmes rivalités, etc. Donc je pense que ça a ravivé des vieux démons. Comme tu l'as dit, il y a eu le Covid. Bon, il a eu l'opportunité de faire ça, il a fait ça, quoi. Voilà. Moi, il y a un truc qui est intéressant. Du coup, c'est moi qui vais poser une question à Romain. Ouais, c'est que donc le film qu'on a vu ce soir est le seul Rocky qui n'est pas mis en musique par Bill Conti, même s'il en a rajouté un petit peu. C'est donc Vince DiCola qui a fait très peu de choses, avec qui il avait fait Staying Alive juste avant, en tant que réalisateur et scénariste, Stallone. Et en fait, Conti n'est pas là, ils ne se sont pas brouillés, rien du tout. C'est juste qu'il est sous contrat, il est en train de faire Karate Kid 2 ou 3, je ne sais pas lequel. D'ailleurs, il a bien fait, parce que Karate Kid 2, pour moi, c'est une de ses meilleures musiques. Mais donc, c'est pour ça que Bill Conti n'est pas au générique de Rocky IV en 85. Et ce qui est marrant, c'est que déjà à l'époque, le score de Vince DiCola, il fait 33 minutes. Il reste à peine 10 minutes dans la version de ce soir. Il a quasiment enlevé toutes les musiques, ce qui permet de rajouter beaucoup de gravité, là où on était vraiment dans le spectaculaire, pour le spectaculaire dans la version de 85. Je veux savoir comment toi, tu vivais ce rétro-pédalage de la musique. Moi, j'aime pas la musique de Rocky IV, déjà, surtout quand on passe de Bill Conti, je le dis souvent, je le dis encore, parce que voilà, je trouve pas que ça soit un grand compositeur, Bill Conti, mais ce qu'il a fait sur Rocky, c'est stratosphérique. Donc quand on part de ces thèmes et de ces différents motifs qu'on retrouve, hein, d'ailleurs, et puis qu'on les rende comme ça électroniques, je trouve pas que c'est un film qui est très élégant au niveau de sa musique. Toutes les chansons des années, bon, je les écoute relativement avec plaisir, à part No Easy Way Out et Burning Heart et tout ça. Bon, voilà, comme on dit, on se lève, on met la main sur le cœur, on a envie d'être américain. C'est la fonction du truc, il fonctionne bien, mais en termes cinématographiques, moi, c'est une catastrophe. D'ailleurs, j'allais te le dire sur le générique de fin, quand il balance
Eye of the Tiger, Gonna Fly Now, mais Ouais. en mode électro, quoi. Enfin, électro, en mode, à la fin, oui. d'accord. en mode avec des séquenceurs des années 80, de synthé, quoi. J'ai déjà oublié ta question. Non, moi, je suis pas fan de la musique. Et T'as là, répondu. la manière dont c'est fait, bah, c'est pas beaucoup mieux, quoi. Voilà, c'est tout. Je regrette. Même à un moment donné, il y a un peu de piano quand Adrian le rejoint en Russie. Et même le piano, ça s'entend, c'est un synthé, c'est dégueu, quoi. C'est dégueu. Mais ça fait partie de l'esthétique des années 80. Là, il faut se rappeler qu'à l'époque, c'était des sonorités toutes nouvelles. Et ça accompagne aussi le propos du film, puisque... alors ça, je sais pas si c'est aussi présent, mais quand vraiment on est focus sur Drago, la musique, dans l'original en tout cas, bascule vraiment sur cette... En mode électro, oui. en mode vraiment électro, en mode percussif, avec des séquenceurs très marqués années 80 qui accompagnent l'idée donc de la technologie des Russes, etc. etc. Donc voilà, c'était un petit peu pensé, même si c'est très basique et au final pas très inspiré. Moi j'aurais préféré une BO, évidemment, pas 100% orchestrale, parce que c'est pas ce que c'est dans le premier Rocky, mais quelque chose de plus organique. Ça aurait fonctionné un peu mieux. Mais on le voit bien d'ailleurs avec The Director's Cut. Bon, il réenregistre sa voix pour lui dire vas-y, lève-toi, etc. Bon, on comprend pas trop, en plus ça s'entend. Bon, moi, je suis pas à la place de Stallone, hein, mais je l'aurais pas fait. Mais effectivement, on voit qu'il n'y a pas plus de budget que ça. Il aurait pu réenregistrer de la musique, réenregistrer des plans sans les acteurs. Enfin, voilà, il aurait pu faire pas mal d'autres choses, mais il le fait pas. C'est pour ça que je me dis que cette démarche-là du Director's Cut, c'est aussi en soi un acte manqué. Et je reviens à ce que je disais, je ne comprends pas pourquoi il l'a fait. Voilà. Et du coup, est-ce que ça fonctionne quand on n'a pas vu la version de 85, quand on découvre ça là en 2024? Je trouve que ça fonctionne, mais on a l'impression qu'il y avait moyen d'enrichir un petit peu l'histoire. Effectivement, toute la partie famille, etc. Manque un petit peu. Dans le premier, il y a vraiment... parce que j'ai eu la chance de le revoir récemment sur grand écran. Toute cette histoire avec Adrian qui est le cœur de l'histoire. Et là, on a l'impression qu'il y a effectivement, on fait ça pour... alors effectivement, il y a une belle histoire avec... Et tu as vu le 2-3 ? Non. Ah, d'accord. Ouais. Oui. Non. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Faut bien se rappeler que Rocky 4, même en 85, c'est structurellement parlant, c'est la même chose que Rocky 3. On a 2 combats, un perdu au début, un gagné à la fin. Avec un mort. Avec un mort entre les deux, lui qui se torture, qui se bagarre verbalement avec Adrian, qui n'est pas d'accord, puis qui finit par le soutenir, etc. C'est vraiment la même structure. Donc la seule chose qu'il pouvait rajouter dans ce contexte de 1985, c'est l'aspect politique, quoi. D'ailleurs, il s'inspire, alors j'ai pas le nom des vrais boxeurs, mais il s'inspire de 2 combats légendaires. Apparemment, moi je suis pas du tout le sport ni la boxe, mais du peu que je me suis renseigné. Donc il y avait un Américain et un Allemand, un militaire de l'armée d'Hitler. Donc c'est ça. Exactement, Joué, bravo. oui. Voilà. Et donc ils se sont affrontés 2 fois. La première fois, l'Américain, donc au milieu des années 30, l'Américain a perdu au premier round. Et la revanche a été organisée en 38, donc vraiment à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Et là, l'Américain a gagné, je crois, au 8e round. Voilà. Et donc là, il y avait une portée politique de 2 idéologies différentes qui s'affrontaient, très, très médiatisées. Voilà. Mais transposer ça en 85, surtout qu'on ne l'a pas encore dit, mais ça sort dans la foulée de Rambo 2. Et donc là, quelque part, dans Rambo 2, il essaye de réhabiliter l'histoire des Américains et du Vietnam. En tout cas, il fait amende honorable. Il pense faire amende honorable en disant que finalement, on retourne là-bas pour améliorer les choses à son petit niveau, etc. Donc qu'un homme seul peut changer le regard entier que le monde peut porter sur un événement aussi dramatique que le Vietnam, et là, sur la guerre froide, etc. Donc il y a une grande naïveté là-dedans. Une grande naïveté. Et je pense qu'en 85, il se prend vraiment pour le héros de l'Amérique, quoi. Et Rocky 3, d'ailleurs, montre ça, quelque part, un petit peu. Mais ce qui intéresse, tu citais le parallèle avec sa carrière d'acteur, dans Rocky 3, on voit des vrais passages télé de l'acteur Stallone. Par exemple, son passage chez le Muppet Show est repris dans Rocky 3, comme si c'était Rocky, alors qu'en fait, c'était le vrai show de Stallone chez le Muppet. Il perd pied à ce moment-là, mais il en a suffisamment conscience pour écrire Rocky 3. Exactement. C'est ce qui est passionnant avec... parce que je pense qu'il subit, entre guillemets, parce que, bon...
Rocky, il a 30 ans, hein. Il a 2 doigts de vendre son chien, il n'a pas d'argent. Donc quand on a 30 ans et qu'on connaît le succès, on ne lâche pas le succès. Mais je pense qu'il a quand même conscience de tout ça et qu'il le met dans Rocky. Et c'est étonnant le parallèle. Et tu as dit quelque chose. Oui, Rocky 3 est intéressant. Tu as dit quelque chose sur Rocky 3 par rapport à. C'était la même structure que le 4. C'est la même structure, oui. Mais Rocky 3 est un film social comme les 2 premiers, ce qui n'est pas le cas de Rocky 4, qui est un film politique. Mais Rocky 3, il s'est déjà perdu dans ce qu'il aurait pu dire, à mon sens, dans la mesure. Si, il y en a forcément, mais c'est le social. Je le mets plus dans le social que dans le. Il fait pas un récit politique, il fait un récit social. Même si évidemment les deux sont liés. Mais dans le 3, il y a un récit social où il passe totalement à côté du sujet. Bon, je sais qu'on parle pas du 3, mais tout est lié. Le 3, le film, c'est l'inverse de Rocky 1. C'est-à-dire que là, il est à la place d'Apollo Creed, et puis Clubber Lang, il est à la place de Rocky. C'est un gars qui crève la dalle dans les bas-fonds de Philadelphie, mais c'est un mauvais type, il vient de l'extérieur, il faut lui casser la gueule, en plus il commet un meurtre, entre guillemets. Et je pense qu'il passe totalement à côté du sujet. Clubber Lang, il aurait dû l'humaniser, comme il le fait avec Drago, même s'il le fait sans trop insister. Et pour moi, dans Rocky 3, c'était le sujet du film, c'est-à-dire il se combat lui-même avec des années d'écart, donc lui-même c'est Clubber Lang, et non, il en fait un gros connard qui l'insulte, etc. Et puis on a juste envie qu'il lui pète la gueule, il lui pète la gueule, et hop, ça y est, tout le monde est content, ils sont riches tous ensemble, la belle photo de fin. Le 3, il passe totalement à côté de la morale qu'il aurait pu avoir. Et puis il y a toujours l'image de fin qui est intéressante. Et là, l'image de fin de Rocky 4, elle est changée. Hein. Elle est totalement changée. Il est de dos, elle est pas parce que l'image de fin de base, il est drapé figé du drapeau sur le drapeau américain. Voilà. Là, au moins, il redescend. On le voit avoir un moment de connivence avec Drago, et puis il descend, ils partent. Voilà, et c'est beaucoup plus. C'est un peu plus noble, quoi. C'est plus noble et plus humble. Et je pense que Rocky 3. Moi, je serais content qu'il fasse une espèce d'exercice de style comme ça sur Rocky 3. Il y aurait de la matière. Enfin, de la matière, je ne sais pas, mais il y aurait un sujet. Ouais. Pour poursuivre un peu les réflexions, même si je n'ai pas une question précise, mais vous allez forcément avoir des points sur lesquels vous aurez envie de rebondir. Ce que je trouve intéressant dans l'existence même de cet objet, et pas seulement de la version director qui rajoute encore de l'eau au moulin, mais c'est le fait qu'il sorte en 85 et qu'il soit quelque part l'acmé de tout ce qui a été engrangé pendant la première moitié de la décennie. C'est-à-dire que Rocky, 1976, je ne me trompe pas dans les dates, est clairement un film de la déjà queue de comète du Nouvel Hollywood. Mais c'est encore un film du Nouvel Hollywood. Bon. Et puis, les suites amènent dans cette transformation du personnage et de ce qu'est la saga Rocky jusqu'à cet acmé en 85. Et Rocky 5 est déjà une relecture complètement différente du personnage, et ça amènera beaucoup plus tard à Rocky Balboa, le 6e, qui est un film magnifique aussi pour d'autres raisons. Et ce que je trouve intéressant, et en particulier dans le fait de resserrer l'histoire, de faire un objet beaucoup plus condensé, d'épurer ce qu'il est, et de donner cette fragilité que vous avez plusieurs fois souligné, en plus de cette caricature qu'était déjà le premier film, c'est que, contrairement à ce que le cinéma américain de la deuxième moitié des années 80 va progressivement devenir, c'est-à-dire postmoderne, dans des objets comme Jack Burton, ce que sera Gremlins 2 ou Last Action Hero un peu plus tard dans les années 90, ou ce que faisait Zemeckis, etc. Rocky 4 est un objet intéressant parce qu'il a, et en particulier dans cette version, une fragilité de quelque chose qui ne pouvait pas tenir, qui ne pouvait que devenir la relecture de lui-même. Et je trouve que, évidemment que le film est naïf, évidemment que le film est caricatural, mais il l'est à un tel degré que quelque part, cette version, avec cette tentative tout aussi naïve qu'était le projet de base de réhumaniser Drago, et encore une fois de montrer cette fragilité, je trouve que ça là où à la fois c'est une...
enfin, là, à la revoyure, parce que moi je l'avais jamais vu cette version, je trouve que le moment qui encapsule ça, c'est le moment où Rocky reprend le dessus sur le combat, enfin sur Drago. C'est pas tellement spectaculaire. C'est-à-dire que j'avais un souvenir, peut-être que c'est l'enfance qui fait ça, le rapport que j'avais avec Rocky et mon papa qui m'a énormément accompagné là-dedans, c'est que j'avais l'impression que la fin de Rocky 4, c'était le moment le plus dingue en fait, des 4 premiers films. C'est pas une impression. Et en fait, là, je trouve que je ne sais pas si ça se joue dans le montage, si c'est dans le traitement du son ou que sais-je, mais beaucoup le son. Il y a tout un truc qui monte dans le moment où on voit les rounds qui s'enchaînent, mais le moment où les quelques secondes où Rocky reprend le dessus sont comme désincarnées. Et c'est comme si la bulle éclatait avant la fin du combat, ce qui amène avec la même logique dans ce moment un peu plus atonal, au moment où il déclame son discours, qui du coup n'en est plus vraiment, hein, c'est plus une espèce d'épuisement lui-même. Donc je sais pas, il y a un truc qui se joue là-dedans, et que cette deuxième version, quelque part, assume. Carrément. Je me permets de répondre parce qu'on a réagi exactement comme ça, encore une fois avec ma femme, quand on l'a vu il n'y a pas longtemps, à tel point que je redécouvre la version. Je ne l'avais pas vue depuis le moment où elle était sortie, donc en 2021. Et quand je vois ça, je me fais exactement la même réflexion. Je fais, mais c'est carrément pas le même morceau de musique. Il a carrément changé la musique. Donc on finit le film, on en discute et tout, on dit oh là, ça passe vachement mieux quand même, c'est hyper épuré, du coup c'est beaucoup plus violent quand il se met à remonter le truc, c'est cru quoi, c'est plus cru. Et donc tout de suite après, dans la foulée, on ressort le vieux DVD et on met la version de 85. Et là, surprise, non seulement le montage n'est pas si changé que ça sur ce dernier round, et en plus c'est le même morceau. Mais tout l'environnement sonore a changé, c'est-à-dire qu'il est mixé beaucoup plus bas, avec les bruits de coups qui sont aussi forts mais plus discrets, plus étouffés. Et en fait, tout paraît juste plus cru, plus réaliste, quoi. Mais c'est pourtant le même morceau de Vince DiCola à ce moment-là. Perception complètement différente, alors que c'est la même chose, juste à cause du niveau sonore. Et surtout, le fait qu'il ait enlevé toute musique avant. Tout le combat, il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien, quoi. Donc on est dans une espèce de tension permanente dont je trouve le film bénéficie, quoi. Ça le grandit un petit peu, au moins à ce niveau-là. Mais après, je suis d'accord avec Romain. Pour moi, cette version-là ne va pas remplacer l'autre. Elles vont coexister un peu l'une et l'autre. Chacun peut trouver son plaisir dans... Si j'ai envie d'être hyper nostalgique, je vais me refaire la 85 pour retrouver mes 11 ans. Si j'ai envie d'avoir un propos finalement plus intéressant et un peu mieux structuré juste sur ce nouveau titre, Rocky versus Drago, et faire fi du reste, je vais avoir tendance à préférer la deuxième, finalement. En même temps, moi, il y a un truc qui me semble intéressant, c'est de ne pas trop focaliser, sans le nier, hein, mais pas trop focaliser sur le plaisir. Dans le sens où, bon, cette version n'est pas déplaisante non plus. Du moment qu'on aime à peu près le film de base ou qu'on aime reste le même. Voilà. Mais moi, ce qui me semble intéressant, c'est que la séquence que vous avez l'air plus ou moins de... je ne sais plus, dans le moment où vous avez parlé des chansons, et en particulier la No Easy Way Out, oui. Vous avez comme évacué la scène où il y a le montage. Moi j'adore, moi j'adore. Si, ok, d'accord. Parce que moi c'est une scène c'est très qui... typé. Je peux pas m'empêcher de danser, de bouger, j'entends la musique, je suis à fond. Ah ouais, c'est moi qui j'ai fait trembler tout. Non, c'est bien, mais le No Easy Way Out, en même temps il est emblématique, mais si on le coupe du début à la fin, le film il ne change absolument rien, il n'y a rien qui manque. Donc c'est vraiment totalement superficiel. Et puis ça arrive d'un coup, on a vraiment l'impression, ça y est, j'ai fait mon clip pour MTV, il est prêt pour MTV, et puis je le mets dans le film, comme ça il est dans le film. Non mais bien sûr que c'est différent. Mais là, il s'intègre un peu mieux à la jazz, alors que le No Easy Way Out, c'est vraiment, ça arrive comme ça, hop, on fait le clip. Oui, mais ça que je veux dire, c'est d'un point de vue technique. Pourquoi cette scène reste quand même intéressante à mon avis ? Au-delà du plaisir nostalgique que j'en ai, ça je l'assume, c'est une scène que j'avais revue ne serait-ce qu'en dehors même du film, puisqu'elle est montée comme un clip. Mais ce qui m'intéresse, c'est là, je pense que ça peut rejoindre un peu l'impression qu'on peut imaginer avoir quand on a vu que le 1 et le 4, c'est que dans cette scène, c'est le 1 qui contamine le film. C'est-à-dire qu'il y a 3, 4, 5, 7 plans du premier film qui reviennent, et pas tellement des deux suivants.
Ah, quand même. Quand on regarde, Après, il y a quand même pas mal. je En fait, suis trompé, ça, hein. quand on a revu, quand on voyait la séquence, je me disais, il faut que j'en parle. Donc merci, ça me donne l'occasion de le faire. C'est qu'on est à une époque où il n'y a pas Internet, où les VHS sortent pas tout de suite. Donc ce type de clip permettait de revivre les émotions des films précédents qu'on n'a pas forcément en tête, qu'on a vu une fois au cinéma il y a plusieurs années avant. Donc ça fait vraiment revivre cette émulsion globale de la saga, en fait. En plus de donner un morceau cool qui est super à vendre sur les albums, quoi. Mais moi, j'adore cette séquence. C'est fragile quand même. Oui. Et surtout en complément, enfin, je peux peut-être me tromper, mais en tout cas en France et je pense dans le monde, le Rocky, la saga, elle est née avec. Alors, c'est Rocky 3 qui a donné le kick-off pour la saga. Rocky 1 et Rocky 2, c'était aux États-Unis où c'était la musique des grosses têtes en France. Point. Non, mais c'est ça, en fait. Moi, j'avais entendu parler de Rocky, mais bon, là il se trouve que j'ai regardé les chiffres. C'est 500 000 entrées France, Rocky 1. C'est 5 millions, Rocky 3. Donc et moi, je suis allé voir Rocky 3 au cinéma, j'avais 13 ans, en me disant, ah bah tiens, il y a Rocky, bon bah je vais aller voir ça, j'étais comme un dingue. Le 4, je l'ai vu pareil, mais je n'ai vu que Rocky 1 et Rocky 2 qu'après. Et voilà. Vidéo, VHS, Vidéo Club, etc. Mais alors bon, bah voilà, là c'était juste l'aparté sur la saga. Mais en fait, bon, moi j'ai vu toute la saga. Mais quel pied de revoir ça. Enfin, ça reste chouette, quoi. Polly, Adrian, enfin tout le lore, si on veut dire, de Rocky, ça fonctionne, quoi. Enfin, je voulais dire un truc, ouais, pour quand même avoir une pensée pour eux. C'est la première fois et peut-être toi aussi, c'est la première fois que je revois un Rocky depuis le décès justement des deux acteurs, Burt Young et Carl Weathers, notamment Carl Weathers, qui était quelqu'un qui avait une vie très saine, qui faisait beaucoup de sport, et puis son décès était très, très choquant. Donc on commence à avoir cette culture qui nous accompagnait, qui continuera à nous accompagner, où là, très concrètement, on les voit disparaître, et ça fait un petit quelque chose, quoi. Mais... Il doit avoir 78 ans ou 77 ans, quelque chose comme ça. Après, je te laisse, mais là, je me souviens absolument plus de ça. Dans l'original, le personnage de Carl Weathers, Apollo, j'ai l'impression qu'il est moins présent que dans le Director's Cut. J'ai l'impression qu'il lui donne plus de plans. C'est peut-être une impression. Dans le 85, tu veux dire ? Ouais. Je le trouve. Enfin, non, en fait, ce sont des plans différents. Ça doit être ça. Alors. Ouais, c'est vraiment une balance. En fait, il y a beaucoup plus de plans où on le voit déconner, se moquer, être arrogant dans la version de 85. Voilà. Tout ça, c'est atténué. Il voulait rendre le personnage moins arrogant, en faire vraiment quelque chose de plus intérieur, quoi, de plus viscéral, que ça se joue à un autre niveau. Quand il joue dans la piscine. Voilà. Après, c'est marrant parce que même la scène de la piscine, quand on regarde les deux côte à côte, c'est pas les mêmes plans sur les chiens, c'est pas le même découpage, c'est hallucinant. Parce que là, concrètement, il aurait pu garder la même, hein. Mais non. Même ça, c'est complètement repensé, changé. Voilà. Et sur le plan du cinémascope, je trouve ça finalement très pertinent parce qu'il y a un plan un peu iconique, celui où il soulève la charrette. Au lieu de... En fait, ça, c'est un hommage perso qu'il faisait au Hercule de George Reeves, qui reprenait vraiment une image forte comme ça. Et la barbe, du coup. Et la barbe, du coup, qu'il a à ce moment-là. Steve Reeves, pardon, George Reeves, c'est Superman. Merci. et donc, ce côté cinémascope que j'avais pas compris au début, finalement, voilà, il amène ce côté peplum. On est Rocky versus Drago. Encore une fois, alors plus le propos est resserré, mais plus l'image, elle a le droit d'être large. Voilà. Donc ça, c'est intéressant aussi, quoi. Et pour reprendre ce que tu disais, c'est intéressant le côté le monde découvre Rocky avec Rocky 3, et pour faire le parallèle avec la soirée de demain, c'est pareil avec Terminator. Le monde découvre Terminator 2, s'enflamme pour Terminator 2 et voit Terminator 1 après, en grande majorité, quoi. Il y a des sagas comme ça qui fonctionnent pas dans l'ordre. Toujours dans la version Director's Cut, c'est une question très anecdotique pour le coup, parce qu'aujourd'hui, en 2024, il y a beaucoup de films qui ont une durée assez impressionnante. Et je suis très surpris. J'avais complètement oublié que ça durait si peu de temps et pour rebondir sur Monsieur, je crois, ça parlait aussi du fait que c'est très dense, très touffu parfois. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait qu'il est... Je me souviens plus combien de temps durait la version de 85. 1h31 et celle-là 1h33. 1h33. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui a fait que peut-être il n'ait pas eu envie d'aller encore un peu plus loin ?
pourtant, la légende veut qu'il ait eu la matière. Il aurait, à l'époque, fait un premier montage d'1h50, qu'on n'a jamais vu. Donc, normalement, il y a de la matière. Alors, on en voit en partie cette matière dans ce qu'on a vu ce soir, mais vraiment par bout, par bribes, quoi. Et en revanche, officiellement, la version est plus longue, mais en réalité, elle est plus courte, parce qu'il nous rebalance 7 minutes de Rocky 3 au début. 7 minutes. C'est énorme. C'est énorme. Il n'y en avait pas autant. Alors chaque Rocky démarre par les images de fin du précédent, etc. Mais là, je ne sais pas pourquoi il en a mis 7 minutes. C'est un peu beaucoup, quand même. Pas ce que tu en penses? Oui, en plus, il n'y a pas le plan iconique quand ils sont de la fin de Rocky 3 avec Apollo. Donc, il débute un match et puis ça s'arrête juste avant. Il dit à son gosse, c'est un ami qui m'a fait l'œil au beurre noir. Et oui, on le voit dans le making-of, je vous invite à le regarder, c'est officiel, hein, vous pouvez le voir sur YouTube officiellement, sur une chaîne Stallone. Alors c'est pas vraiment un making-of encore une fois, mais bon, et on voit qu'il y a de la matière. On peut faire un film de 3 heures s'il veut, mais par contre ça va être très redondant, ça va être très, très verbeux. Le combat, je pense qu'il peut, le combat, je sais pas, il dure un quart d'heure, j'en sais rien, je pense qu'il peut durer 30 minutes à l'aise. Ils ont passé énormément de temps à filmer le combat. Le combat était très violent, je suis sûr qu'il a de très très beaux plans. Le tournage a été très violent. Il a sûrement beaucoup de matière pour faire plus, mais faire plus, c'est pas forcément faire mieux, hein, comme on dit souvent. La petite anecdote aussi, c'est que Stallone a passé 2 semaines à l'hôpital quand même, hein, sous les coups de Dolph Lundgren. Ouais. Ils ont stoppé le tournage pendant 2 semaines. Oui, voilà, je pense que encore une fois, ça aurait été très redondant et pas forcément. Mais moi, ce que je trouve, ce qui manque dans ce film, c'est que ça va un peu vite. Dans cette version, ça va un peu vite. Ça fait clipesque, au moins la première demi-heure, ça fait vraiment clipesque. Pas la partie Rocky 3. Et s'il avait un peu plus de plans de coupe pour laisser un peu plus le temps au temps, mais bon, on n'est pas dans sa tête. Et puis, voilà. Dans la version de 85, le combat avec Apollo démarre à peu près à la 25e minute. Et il n'y a pas eu autant de Rocky 3 avant. Alors que là, il démarre au bout de 20 minutes avec 7 minutes de Rocky 3 avant. Donc ça donne un petit... Et pour rebondir sur ta toute première question, je crois, où tu parlais des gros plans, moi je trouve que c'est vraiment un des points forts chez Stallone, le cinéaste, en fait. Il arrive bien à capter des courts moments, les bonnes expressions sur tous ses comédiens, en fait. Et ça passe très bien dans un montage un peu haché comme celui de ce soir. Je trouve qu'il est assez fort pour cerner la bonne expression qu'il faut au bon moment, et à contrario, à filmer les combats, franchement, de manière hyper narrative et... Je trouve qu'en tant que cinéaste, il se pose là. L'une des grandes réussites de ouais, Rocky, c'est l'écriture, la chorégraphie et le tournage des combats. Et les dialogues. Oui, voilà, j'étais vraiment dans les combats. C'est énormément de travail. Écrire et chorégraphier des combats, c'est pas on y va, on se balance des coups de poing et puis après on verra en salle de montage. Et c'est l'une des grandes réussites de Rocky, la saga, et je pense que c'est inégalé. Notamment le combat du 4, le combat du 2. Et puis celui de Rocky Balboa, il est extraordinaire. Et ça, c'est une des grandes réussites de Stallone. En tant que cinéaste, chorégraphié, il a presque inventé le film de boxe. Hein. Il y en avait sans doute avant lui, il y en a eu après lui. Mais voilà, de ce point de vue-là, c'est l'une des choses qu'on peut au moins dire de manière certaine. Je pense que tout le monde est d'accord. Il l'a peut-être rafraîchi parce qu'on a eu... Quand je dis qu'il l'a inventé, c'est de ce point de vue-là, je voulais dire. C'est que vraiment, il en a apporté autre chose, quoi. Il est allé à un autre niveau. Puis c'est pas des boxeurs en plus. Hein. Il le dit lui-même, Stallone. Hein. Ils peuvent pas se balancer autant de coups dans la tronche. En plus, ils sont ultra musclés. Ils ont pas des corps de boxeurs. Mais c'est du cinéma. C'est ça qu'il faut bien retenir, quoi. Quand on pose l'anecdote à des boxeurs, ils te disent... Ils disent, ah non, c'est... Mais dans Rocky Balboa, c'est un boxeur, c'était même le champion du monde, hein. Maxon Dixon, quelque chose comme ça. C'est un vrai champion du monde, l'opposant dans Rocky Balboa. Mais il n'est pas musclé comme Apollo Creed voilà, il n'est pas musclé comme Stallone, c'est-à-dire vraiment ultra sec, etc. C'est des vrais boxeurs, on voit Tommy Gunn aussi, c'était un vrai boxeur. Et ils n'avaient pas les mêmes carrures, ils avaient des vraies carrures de boxeurs. Donc il y avait quand même de la vraie boxe dans ce que faisait Stallone. Et puis après, le reste, c'est de la fiction, évidemment, et ça fonctionne bien. C'est juste, donc vous parliez des chorégraphies bien foutues, enfin bien montées, des gros plans, mais ce qui marche aussi bien que les combats, et ce qui équilibre carrément des combats, c'est l'arrière-cour du combat, c'est-à-dire, dans tous les Rocky, hein, poli sur le banc, ou même l'entraîneur, là, il y a des moments, on le voit juste gueuler, il y a un plan,
on voit le black avec le black chauve là, et je sais pas, ça donne du rythme, ça équilibre le reste. Ça équivaut à un coup. Hein. Ouais, C'est-à-dire que c'est ça. plutôt que de voir un coup supplémentaire, on entend Polly qui fait ouais, ou l'autre, Et c'est un coup supplémentaire. C'est super bien foutu. Ça nous gagne d'autant pareil avec Burgess Meredith, je me souviens plus du nom du personnage dans le Mickey. Rocky. Voilà, Mickey, voilà. Enfin, bon. Et je trouve que ça, c'est. Enfin, il y a une ingéniosité du cinéma là, qui est un des grands talents de Stallone. Ouais. Et donc, du coup, je vais rebondir sur ce que disait Vivien et sur ce que tu dis. Il faut vraiment voir le combat de Rocky IV dans l'original et dans celui-là, et de regarder la manière dont le mental d'Ivan Drago se déstructure. C'est pas le bon mot, mais on le voit dans son regard, le jeu du regard et la manière dont Stallone arrive à capter son regard, mais sur des panoramiques pratiquement parfois ce qu'on appelle des panoramiques filées. C'est-à-dire que la caméra, vraiment, il faut capter l'instant où on voit Drago avoir un regard sur Rocky et prendre peur et de prendre conscience que ça va pas se passer comme il le pensait, quoi. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils ont réellement souffert sur les parties de boxe, et que quand ils captent les visages torturés, vraiment, ils se donnaient des vrais coups. Hein. C'est pour ça qu'ils tournaient toujours les matchs au tout début du tournage. Je ne sais pas si vous le savez, ça. Oui, la première rencontre avec Stallone pour tous les films. Et Dolph Lundgren, c'était le combat. Le combat d'abord, Ouais. comme ça ils s'entraînent avant, ils sont en good shape, quoi. Et après, pour le reste du film, il y a des t-shirts, ils peuvent se permettre d'être un petit peu moins. Et il y a ces fameux plans, ces plans d'insert où on voit des coups sur le visage, et tout ça, c'est des vrais coups. Bon, ça, il le faisait peut-être pas dès le premier, mais il y en a des très impressionnants dans le 5. Dans le 5, il y a des plans de coupe comme ça sur des visages qui se font fracasser par donc l'acteur Tommy Gunn. Voilà, bon, ça fait Tant que partie dans le 5, il n'y a même pas de gants à la fin. Oui, à la fin. Non, bah alors là, j'ose pas imaginer. Dans la mais- street, là. Oui, ils sont à la street. Il n'y a pas de combat final sur ring dans celui-là. Alors oui, c'est par rapport à la dernière intervention. Vous dites qu'ils se mettent des vrais coups. Est-ce que c'est une pratique qui pourrait encore exister aujourd'hui, se mettre des vrais nions ou... Alors, ils se Dans le mettaient des cinéma. vrais coups, pas tout le temps. Il y a des coups qui sont quand même simulés. On le voit d'ailleurs dans le making-of, où à un moment donné, il y a un plan où on voit vraiment la simulation et ça lui va pas, donc il veut plutôt des plans de dos, etc. Donc je reviens un peu sur ce que j'ai dit, il n'y a pas que des vrais coups, mais il y a aussi des vrais coups, et la preuve, c'est qu'il a fait quand même 2 semaines d'hôpital, ce qui n'est pas rien. Voilà. Mais et aujourd'hui, je ne sais pas comment ça fait. Je pense que ça dépend simplement de la notoriété des comédiens impliqués dans le film. Plus ils sont connus et plus les assurances veulent pas payer pour eux, donc ceux-là, on leur donne pas des vrais coups, même si certains seraient volontaires pour en prendre, hein. Mais on les laisse pas faire. Et puis il y a la guilde des. Il faut s'appeler Tom Cruise, quoi. Il y a la guilde des acteurs. Il y a la guilde des acteurs aux États-Unis, enfin toutes les guildes, c'est des syndicats, quoi, qui sont très puissants. Et la guilde des acteurs, elle l'est d'autant plus après une série d'accidents dans les années 80. Et je pense que oui, effectivement, aujourd'hui, c'est plus pareil qu'avant les années 80. Bon, il y a eu des, c'est d'autres circonstances, c'est d'autres films, et c'est d'autres. C'est pas la même chose, mais il y a eu des, on va dire, des abus, de choses qui n'étaient pas cadrées. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus cadré. Ce qui n'est pas anormal aussi, hein, parce que bon, voilà, c'est quand même dangereux de faire tout ça. Pour ajouter une anecdote, alors à chaque fois, je n'arrive pas à prononcer le nom de l'acteur d'Apollo. Lors du combat, en fait, Dolph Lundgren était tellement à fond parce que c'était son premier rôle, et réellement premier rôle, etc. était vraiment à fond. Le combat, il voulait plus faire, il voulait plus le chorégraphier parce que il tapait trop fort, et Stallone a dû négocier avec Dolph Lundgren pour qu'il se calme parce que l'acteur voulait plus tourner avec lui, quoi. Carl Weathers était très Carl remonté, Weathers, hein, voilà. c'est vrai, ouais, il est très remonté. Ouais. Dolph Lundgren, c'est une vraie force de la nature. Hein. C'est un karatéka ou quelque chose comme ça de base, donc il avait Il a fait beaucoup d'arts martiaux, il a une maîtrise en physique nucléaire. Enfin, ce gars est incroyable, quoi. Non, mais vraiment. Mais il était trop à fond, et l'acteur, il voulait plus tourner avec lui, quoi. Notre truc qui est rigolo, c'est que Stallone, là, en 85, que ce soit dans Rambo 2 ou dans Rocky 4, il incarne vraiment le héros de l'Amérique. Mais il est bon de rappeler quand même que son papa est italien et que sa mère est franco-ukrainienne. Donc c'est aussi intéressant de voir que lui, dans son être, en fait, il a tous ces aspects-là mélangés, et que donc, à travers ses films, finalement, lui ne peut pas avoir une vision 100% manichéenne. Ce qu'on lui prête pourtant, y compris à l'époque.
mais ses préoccupations normalement C'est profondes ambigu quand même viennent dans un Rocky petit peu- IV, hein. C'est très ambigu dans Rocky IV. C'est même pas ambigu. Hein, Ah non, non, d'ailleurs. c'est très le- premier degré. Le hein. propos, il est là, complètement. Et même là, il n'arrive pas à le gommer complètement. Mais c'est rigolo, voilà, dans Et ce cadre-là. il s'est détaché de ça, hein, pour peut-être finir là-dessus. Stallone, c'est un républicain, mais avec les années, par exemple, il a supporté, comment dire, il a soutenu McCain, qui était donc le prétendant au trône en face d'Obama, donc il s'est fait écraser. Et après ça, Stallone, il a jamais soutenu Trump. Il est pour la régulation des armes à feu, etc. Donc c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup, on va dire, d'eau à son moulin. Je ne sais pas à quel point il fait que c'est réel pensée, etc. Frank Stallone, c'est un Trumpiste convaincu. Donc je pense quand même que Sylvester Stallone est un petit peu dans cette mentalité-là. Mais il a beaucoup édulcoré tout ça. Là où dans Rocky IV, je pense que même lui, il s'est pris au piège d'un discours. Enfin, je veux dire, on va sur le sol des Russes, on leur pète la gueule, à la fin, on leur fait la morale, et puis on part avec le drapeau américain sur le dos. Enfin, le film, il est pas ambigu, quoi. Enfin, je veux dire, il sait ce qu'il fait quand il fait ce film-là. D'ailleurs, si on veut vraiment savoir ce que pense Stallone aujourd'hui, il suffit de regarder Tulsa King. Hein. Il y a des séquences entières, surtout en saison 2, là. C'est une série, voilà. Moi, j'aime beaucoup, hein, mais qui ne servent à rien. Il y a, dans la saison 2, il y a une séquence où il visite une école pour ses petits-enfants. Et c'est une école hyper moderne, avec du basket sans panier, des contrôles sans points. Enfin, voilà. Il s'offusque de tout. Il donne vraiment son discours d'hyper-réac face à tous les soi-disant progrès de la société contemporaine. C'est assez jubilatoire, quoi. Petit conseil du soir. Tulsa King, saison 2. Bon, on va s'arrêter là, mais on peut continuer la conversation en extérieur. Merci beaucoup, Romain. Merci, Vivien, en tout cas, Tu rigoles, de merci nous à avoir toi. proposé et ce film et d'avoir joué le jeu. C'était vraiment un plaisir de vous écouter. Merci aussi à la salle pour vos interventions. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Where I long to be with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.